c'est le Culture Mag, l'heure de votre rendez-vous avec les arts, avec les spectacles. On va se poser un petit peu dans le flow des news et voir ensemble ce qui fait l'actu culture aujourd'hui. Avec tout d'abord l'Eurovision. Samedi soir, un événement planétaire aura lieu. C'est, on peut le dire, la porte ouverte à toutes les fenêtres pour certains chanteurs. Cette année, l'une des candidats porte la barbe. Normal donc que la rédaction se soit immédiatement penchée sur les cas de l'Eurovision, et il y en a. Dans ce journal, un focus sur le festival d'Okaviv. De tous les festivals de documentaires du monde, Okaviv se distingue par sa programmation, un joyeux bazar où l'identité juive, arabe côtoie des revendications politiques ou artistiques ou bien tout simplement des revendications poétiques. En 16 ans d'Okaviv, le festival de documentaires a ouvert une fenêtre sur les ambiguïtés du monde. Et puis, nous recevrons l'artiste Michel Platnik. Il est vidéaste, peintre, plasticien. Il se met souvent en scène dans ses œuvres. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à nos programmes. L'art géant, l'art monumental arrive à nouveau à Paris, au Grand Palais. Monumenta est l'occasion pour des artistes de se confronter au format XXL. Cette année, Monumenta invite Ilya et Emilia Kabakov. C'est un couple d'Américains qui ont imaginé une cité utopique et qui invite le public à se perdre dans un labyrinthe blanc. En 6 ans d'existence, Monumenta a proposé des œuvres gigantesques de Serra, Boltanski, Buren, Anselm Kiefer. L'an passé, Monumenta n'avait pas eu lieu, faute de financement. Bienvenue donc au duo Kabakov et à sa cité utopique. Direction Israël maintenant avec l'ouverture à Tel Aviv du festival d'Okaviv. En 16 ans, cette grande messe du film documentaire s'est taillée une place parmi les plus grands festivals du monde. Pourquoi ? Eh bien, par sa programmation unique dans une région multiple. C'est le récit de Daniel Campos. Le festival d'Okaviv, c'est assurément un événement unique au Moyen-Orient. Dans cette région où la censure politique et le tabou religieux empêchent souvent la libre expression des cinéastes, ce festival installé depuis 16 ans à Tel Aviv laisse libre cours à toute forme d'expression, de contestation et d'invention aussi bien de la part des Israéliens que du reste du monde. The first command I had was don't act like James Bond. Citons au hasard le prince vert. L'histoire fascinante du fils d'un terroriste du Hamas qui est devenu espion et informateur israélien. Dans un autre registre, 1 sur 3 met en avant un couple gay qui rêve de concevoir un enfant. D'Okaviv aborde tout et de toutes les façons. Avec le son de la torture, c'est le combat de l'activiste Meron Estefanos et son travail sur les réfugiés africains torturés et réduits à l'esclavage qui est mis en avant. Bien entendu, en Israël, les relations entre juifs et arabes ne sont bien évidemment pas oubliées. Citons entre autres Presque Amis qui montre la complexe relation entre enfants juifs et arabes. Écris-le, je suis arabe. C'est un magnifique portrait épique du poète palestinien et militant Mahmoud Darwish. Quant à Bialik, roi des Juifs, c'est un doc historique unique qui raconte avec la technologie d'aujourd'hui l'histoire du poète israélien Chaim Nachman Bialik. D'Okaviv se veut un festival international. Le public est invité à voir le documentaire iranien Sépidé, l'histoire d'une jeune fille iranienne née dans une famille traditionnelle qui rêve de devenir astronaute. Supermensch, le portrait amusant de la vie et carrière du fameux agent Shep Gordon. En marge de cette programmation riche et éclectique, 7 films réalisés par les étudiants des meilleures écoles de cinéma d'Israël seront en compétition. Le festival se tient jusqu'au 17 mai dans différents lieux de Tel Aviv. La cinémathèque, le port, le bar Kaïma, le parc Levinsky, le centre communautaire juif et arabe de Jaffa et la place Abima. Comme chaque année, les organisateurs attendent plus de 3500 visiteurs. Voilà, et sur le plateau, il y a toujours Michel Platnik qui n'est pas parti en courant. Michel Platnik, merci beaucoup d'être ici. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes né en France, vous avez un diplôme d'ingénieur. Vous êtes un crack en arts martiaux, ce qui peut aider, on ne peut pas le nier. Et on vous reçoit aujourd'hui parce que vous démarrez en Israël, à Tel Aviv, une exposition à la galerie Gordon. Alors, est-ce qu'on peut dire de votre travail que c'est sempiternellement une mise en scène de vous?
Bon, je crois que de toute façon, chaque artiste se met en scène parce que on parle de notre monde, on parle de ce qu'on connaît, de notre vision du monde aussi. Donc, je sais pas. Je pense que ça fait partie du travail, mais j'espère qu'il y a aussi autre chose en plus. J'utilise aussi beaucoup de modèles. Pour mon exposition précédente, il n'y avait que des modèles, donc je n'étais pas du tout en scène. Mais bon, c'est moi le metteur en scène, bien sûr. Comment passe-t-on des études d'ingénieur à l'art et à l'art vidéo ? Pendant que vous parlez, on regarde des images de vous peignant. Enfin, comment on va d'un univers à un autre comme ça ? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'années aussi de recherche. De toute façon, le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai mis peut-être 7 ans à faire le changement. C'était un besoin que j'ai concrétisé. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail d'un artiste, d'un plasticien, c'est de mélanger tous les genres, c'est-à-dire que l'art, la photo, la vidéo, la performance ? C'était ce dont j'avais besoin. Certains artistes sont des peintres, d'autres des sculpteurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à être un peu boulémique du médium, donc on va tendance à avoir utiliser un petit peu tout ce qui est possible à utiliser. On a aussi la technologie qui le permet, des ordinateurs, on peut faire tout dans un studio, donc c'est vrai que ça aide. Alors pendant que vous parlez, on regarde des images, je voudrais qu'on voit une de vos œuvres qui est titrée Trio, il me semble. On appelle, enfin, c'est quoi ? C'est une installation ? C'est une performance ? Alors celui-là, c'est plus, il y a moins l'aspect installation dans celui-là en particulier, c'est plus une performance filmée. Donc est-ce que ça reste une performance si elle est filmée ? Ce sont des questions. Mais voilà, entre la peinture, la sculpture, la performance, on va dire. Michel Platnik, une partie de votre travail est un hommage, un pillage, un copiage au grand peintre Francis Bacon. Comment vous qualifiez-vous ce travail que vous avez fait inspiré par lui ? Je crois que je vais appeler ça un hommage d'abord, parce que j'ai travaillé beaucoup, j'ai étudié beaucoup ses travaux au cours de sa vie, ce qu'on a écrit sur lui aussi. Donc c'est d'abord son œuvre qui m'a intéressé. Et puis après, c'est peut-être, moi je suis pas de la même génération. C'est sûr. Et voilà. et donc ce qui m'a intéressé, c'est de lui venant d'une génération après-guerre. Qu'est-ce que moi, dans ma génération, qu'est-ce que moi j'apporte par rapport à ça ? Oui, les ayants droit, par exemple, parce que quelqu'un vous a appelé en disant dis donc là, quand même, c'est sacrément inspiré, non ? Alors, très bonne question. Je suis allé au-devant de ça, en fait, parce que j'ai contacté directement le Estate of Bacon, les personnes qui protègent les droits de Francis Bacon. Je leur ai envoyé les travaux. Et en fait, ils m'ont donné leur accord, les licences. Et donc, tout va bien. Je me suis longtemps posé cette question. Est-ce que vraiment il y avait du... Bon, c'était quand même de l'inspiration. Oui. Donc, ils ont beaucoup aimé les travaux, d'ailleurs. Donc, formidable. Voilà. Bon, eh ben, c'est ce qu'on va voir, enfin, pour ceux qui sont en Israël, à la galerie Gordon à Tel Aviv. Je rappelle que vous sortez un livre qui est magnifique, qui reprend certains de vos travaux. Merci beaucoup, Michel Platnik, d'être venu sur le plateau. Reste avec nous, on va encore parler d'art avec l'agenda des expositions. Et puis après, nous irons voir les cas plus que bizarres que le concours de l'Eurovision produit chaque année, les highlights. Pour célébrer son dernier concert de la saison, le Geneva Camerata vous propose un voyage envoûtant avec la grande violoniste Patricia Kopaczynskaja, intitulé De Vienne à Budapest. Le programme de la soirée présentera également la symphonie numéro 2 de Ludwig van Beethoven, ainsi que l'ouverture de l'opéra Lo Speziale de Joseph Haydn. Ce sera lundi 12 mai à 20h au Geneva Camerata. L'exposition photographique Regards intimes dans le monde du jazz réunit le travail de photographes Lee Friedlander et Milt Hinton qui ont capturé l'esprit et l'histoire extraordinaire du jazz. Les photos nous emmènent dans l'univers du Nouvelle-Orléans dans les années 50 à 90 jusqu'au 7 septembre à la Galerie d'art de l'Université de Yale. L'un des artistes les plus influents du XXe siècle, Richard Hamilton, est considéré comme une figure fondatrice du pop art. Il a beaucoup expérimenté pendant sa carrière qui a duré 60 ans. Le Tate Modern à Londres présente pour la première fois une rétrospective de son magnifique travail à voir jusqu'au 26 mai.
La mode comme on aime, la brindille cartonne à Londres. Kate Moss a sorti la semaine dernière sa collection pour la chaîne Topshop, la chaîne anglaise, et c'est à nouveau le rush, ses petites robes, ses pantalons pattes d'éléphant, ses petites jupes, bref, toute sa collection esprit 70s très très rock bohème est partie à toute vitesse. Kate Moss n'avait pas collaboré avec Topshop depuis 3 ans, d'où peut-être cette crise de manque. Un autre phénomène désirable, peut-être, c'est l'Eurovision. Comme chaque année depuis 58 ans, le fameux concours de chant va captiver des milliers de téléspectateurs. Chaque édition apporte son lot de cas plus qu'étranges. Certains sont voulus et d'autres sont peut-être moins voulus. Alors la rédaction n'a pas pu s'empêcher de faire un petit tour d'horizon du bizarre. C'est signé Margot Stellman. Bizarre, étrange, absurde et souvent surprenant, en 58 ans d'existence, l'Eurovision ne nous a jamais déçus. À la 5e place, l'arme secrète de la Russie, les Buranovsky Babouchk, un groupe de 6 femmes qui interprètent Party for Everybody, Come On and Dance. Petite précision, c'est un girls band exclusivement composé de mamies en tenue traditionnelle russe. À la 4e place, l'Irlande, qui détient le record de victoires lors de l'Eurovision. Mais le succès ne leur a pas tendu les bras. En 2008, on comprend rapidement pourquoi, avec Dustin, la dinde, qui entre en scène, une marionnette qui chante horriblement faux. Dans notre panthéon de notre Eurovision catastrophe, l'Estonie est à la 3e place avec le groupe punk metal Winnie Pooh, une performance particulière où le chanteur principal en mode Chewbacca tient bien fort son microphone décoré avec ce qui ressemble à un renard mort. Et comment pourrait-on oublier Verka Serduchka avec Dancing la Chatumbai, un pur moment de folie techno-accordéon qui a remporté la 2e place du concours en 2007 grâce au drag queen excentrique vêtu d'aluminium portant une belle étoile sur la tête. À vous de juger. Mais en numéro 1, c'est l'Autriche. Si on se souvient de la chanteuse israélienne transsexuelle Dana International en 98, on ne pourra plus jamais oublier Conchita Wurst. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Il ou elle arbore une apparence féminine, mais a tenu à conserver sa barbe de 5 jours. Sa performance suscite déjà des réactions transphobes. On l'adore. Fan de Conchita Wurst, on va passer au cinéma avec vous, Laetitia Loreni. Alors avant le festival de Cannes qui s'ouvre mercredi prochain, eh bien retour sur celui qui fait le buzz, Abel Ferrara et son film Welcome. Tout à fait, chez Welcome to New York, Abel Ferrara donc, qui a décidé de faire un film sur l'histoire DSK. Alors c'est un film qui fait beaucoup de bruit, pas seulement depuis qu'on parle de Cannes cette année, mais depuis son tournage à New York. C'est un espèce d'énorme coup de com', plus un coup de com', on a l'impression qu'un film légitime. Ça a commencé donc déjà avec la présence de DSK au Festival de Cannes l'année dernière. C'était un petit moyen pour Abel Ferrara de présenter à différents distributeurs les premières images de son film. Et là, depuis on va dire le 1er mai, on en entend beaucoup parler dans la presse. Gérard Depardieu dit qu'il n'a pas l'impression qu'il représente DSK, qu'il est plus intéressé par un espèce de personnage troublant à la personnalité très particulière. Oui. Alors, c'est pas DSK, on va regarder tout de suite en images. Pouvez-vous me dire quels sont vos problèmes? Vous lisez pas les journaux? Vous n'avez pas la télé? Donc, bonsoir. Vous ne voulez pas me dire quels sont vos problèmes? J'essaye de te comprendre. Finalement, vous diriez que ça valait la peine? Oui, ça valait quand même la peine. Il paraît qu'il y a beaucoup de scènes de sexe et que même Julie Depardieu a fermé les yeux quand elle a vu, elle voulait pas voir son papa. Alors Adjani aussi a refusé de faire ce film. Elle a demandé elle était d'abord choisie avant Jacqueline Bisset, puis finalement 8 jours avant le tournage, elle a dit non, je ne le fais pas, c'est beaucoup trop cru pour moi. Ça a été très dur d'ailleurs de trouver le personnage féminin. Elles ont toutes dit non. Et alors notre ami Depardieu a fait un peu le buzz cette semaine. Tout à fait. Alors il s'est confié à la presse, il a parlé à Télérama. Magazine français. Et c'est un magazine français. C'est une
une interview qui a été reprise par tous les médias français de manière différente. Alors, Le Figaro a souligné en gros titre le passage où Depardieu précise qu'il n'a pas bu depuis 5 mois. D'autres, comme RTL, ont préféré... où est-ce qu'il est, mon RTL Enfin, voilà, sur RTL qui précise... Voilà, sur RTL, on précise que Poutine n'est pas un dictateur, qu'on ne crève pas de faim en Russie. Chacun a choisi de faire son gros titre. À l'international, on parle plus du film, que ça soit dans le Mirror, dans le Guardian. Je ne sais pas si on a des extraits, mais à l'international, c'est plus le film qu'on met en avant plutôt que les gossips autour de Depardieu et du réalisateur. Voilà, Coming Soon, Screen Near You, bientôt sur vos écrans, le film sur DSK. Sur vos écrans, non, puisque le film ne sera disponible qu'en VOD dans la nuit du 16 au 17 mai. Ça commencera. Parce que personne n'en a voulu ou parce que c'est... C'est un énorme coup de com'. Et puis, Abel Ferrara avait tellement peur de se prendre des procès, ce qui va certainement arriver. Il a préféré se dire, allons sur Internet, il y aura tellement d'images qui existeront de toute façon qu'on ne pourra plus rien faire contre mon film. Très bien, merci beaucoup Laetitia. On va vous retrouver évidemment la semaine prochaine pendant la couverture du Festival de Cannes. C'est la fin de la page culture sur i24 News. Merci de votre attention. Dans quelques instants, l'info continue. On se retrouve demain, même heure. Merci.